Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera le coup fin. Pour la première fois sont apparus leurs drapeaux, vert et blanc avec le croissant et l'étoile. Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien. Bonsoir, bienvenue dans un nouveau numéro des Mercredis de la Mémoire. Ce fut en pleine guerre de libération, en juillet 1955, que des étudiants créèrent l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, l'UGEMA. Il s'agissait de mobiliser des membres autour de l'objectif fondamental de la révolution, l'indépendance inconditionnelle de l'Algérie. Un événement qui attire immédiatement les foudres de l'appareil répressif colonial. La grève déclenchée une année après le 19 mai 56 eut un impact important sur la révolution. Nous allons revenir sur la genèse de cette mobilisation estudiantine, son rôle, son action, les moments phares. Et qui de mieux pour nous en parler qu'un témoin de l'histoire, Monsieur Nordin Djoudi, ancien diplomate, ex-secrétaire général adjoint de l'Union africaine, mais qui dans sa jeunesse fut lui aussi étudiant et acteur de cet engagement pour la patrie. Monsieur Nordin Djoudi, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Monsieur Djoudi. Et ce plaisir est partagé, croyez-moi. Monsieur Nordin Djoudi, nous allons tout d'abord revenir un peu avec vous sur la genèse, ou si l'on veut, à quel moment les étudiants ont commencé à se nourrir de cette fibre patriotique. Je parle bien sûr de la période avant la Révolution. Il y avait des associations aussi, des mouvements précurseurs à la création de l'UGEMA. Mais je vous propose tout d'abord d'écouter une petite rétrospective lue par notre collègue Hajar Messaoudi, et nous allons y revenir. Ils ont déserté les bancs du savoir et de l'apprentissage pour allier les rangs de la révolution, la politique, la communication et l'information. La France coloniale, avec sa puissance de l'époque, s'est retrouvée désarçonnée devant la détermination de ces jeunes étudiants qu'elle avait elle-même formés. 9 mois après le déclenchement de la guerre de libération, naquit l'Union Générale des étudiants musulmans algériens. Parmi des objectifs, établir le lien entre l'intellectuel algérien et le peuple. En mars 1956, l'UGEMA consacre son action politique en tenant son 2e congrès à Paris, à l'issue duquel plusieurs décisions sont prises. La revendication principale, l'indépendance inconditionnelle de l'Algérie et l'entame des négociations avec les dirigeants du Front de Libération Nationale. Devant la répression terrible exercée par l'occupant, l'UGEMA décide de répondre à une grève générale. Ce fut le 19 mai 1956. Un événement qui parvient à atteindre ses objectifs et qui démontre la prédisposition de l'étudiant algérien à rejoindre la lutte armée. C'est à partir de là que l'un après l'autre, les étudiants commencent à rallier le maquis et ainsi apporter un plus par leurs compétences et par leur spécialisation scientifique. L'administration coloniale, consciente du danger, décide de dissoudre l'Union Générale des étudiants musulmans algériens en janvier 58. Les étudiants sont alors traqués, emprisonnés, torturés. La révolution inscrit ainsi les prises de position et de principe, et l'histoire gravera à jamais le rôle déterminant de ces jeunes intellectuels par lequel la cause algérienne est portée dans le concert des nations. Ces étudiants qui ont sacrifié leurs études, leur carrière et leur jeunesse pour parvenir à une Algérie indépendante. Ils auront prouvé qu'ils étaient des hommes par les armes et par le verbe. Monsieur Nordin Djoudi, quand vous écoutez ce chant, à chaque fois, des souvenirs qui remontent? Bien sûr, non seulement des souvenirs qui remontent, mais des moments d'émotion, parce que tout d'un coup, on se replace des années en arrière. Et on se souvient de ceux parmi nous, malheureusement, qui ont perdu la vie, Chouhada, qui étaient des étudiants brillants, auxquels il était promis un avenir brillant, mais qui, par leur engagement dans la révolution algérienne, ont accepté jusqu'à sacrifice suprême. Je pense notamment, par exemple, lorsque j'étais étudiant à Montpellier,
d'un jeune qui était particulièrement brillant, solitaire. Certains pensaient qu'il était veillé à être en dehors du groupe des étudiants algériens que nous disions, mais en réalité, c'est l'un des premiers qui est monté au Maquis, et malheureusement, Stached, Allah yarhamou. Parmi ceux qui ont pu continuer leurs études et qui ont d'abord interrompu leurs études, notamment en médecine, je cite les gens qui, comme actuellement, comme le professeur Al-Azraq, par exemple, qui est un professeur d'ophtalmologie, le professeur Mohamed Toumi, par exemple. Bon, parmi les disparus, pas pendant la Révolution, mais après, comme Safa Laliam, etc., tous ces gens-là ont vécu les débuts de la création de l'UGMA. Justement, vous parlez des débuts de la création de l'UGMA, Monsieur Nordin Joudi, et en fait, moi j'aimerais revenir un peu pour poser une petite problématique. Bon, il y a eu des mouvements, des associations avant l'UGMA. Il y a eu par exemple les étudiants nord-africains qui étaient affiliés à l'amicale des étudiants musulmans en Afrique du Nord, créée en 1919 à Alger. L'AEMAN. Il y a eu l'association des étudiants musulmans nord-africains en France, l'AEMNAF, qui a été créée à Paris en 1927. En 1930, il y a eu clairement, enfin après l'engagement national autant que religieux des étudiants algériens ont créé l'association des étudiants musulmans algériens en France. Donc comment a été cette période? Est-ce que c'était précurseur à la création de l'UGMA par la suite? Oui, alors je suis content évidemment que vous parliez de la genèse, parce que l'engagement des étudiants algériens n'a pas commencé avec la création de l'UGMA. Il faut reculer, il faut aller un petit peu en arrière et de voir quelles étaient d'abord la possibilité pour de jeunes Algériens de pouvoir poursuivre des études au niveau universitaire. Vous savez très bien que le colonialisme a veillé à ce que le peuple algérien soit un peuple illettré. Il a veillé à ce que les Algériens, ou plutôt à l'époque, nommés même pas citoyens français, nous étions des sujets français. Donc, que ce nombre de sujets français acceptables à l'université ne soit limité au maximum. Dans la seule université qui existait à l'époque, c'était celle d'Alger. Il fallait donc veiller à ce que l'on ne crée pas une élite qui pourrait remettre en cause la libération. Bon, qui pouvait avoir accès à l'éducation au niveau de l'université d'Alger? Et je parle en particulier de ce qui attirait beaucoup la jeunesse algérienne, c'était la médecine. Alors, au risque de choquer certains, je dirais que celui qui enseignait la médecine était un certain docteur Antoine Porot, qui a commencé en 1925 à l'école et qui a gagné sa chaire de médecine par une thèse qui allait bien au-delà de ce que les gens comme le docteur Mengele auraient pensé, les nazis. Je vous cite comment ce fameux Antoine Porot, qui était supposé apprendre la médecine, comment il concevait le personnage algérien, l'homme algérien. Et je vous cite là ce qu'il a écrit. En parlant des Algériens, il disait « hâbleurs, menteurs, voleurs et fainéants. Le Nord-Africain musulman se définit comme un débile historique, sujet de surcroît à des impulsions homicides irrépressibles. » Et il ajoutait, sur le plan scientifique, son cortex cérébral, dominé par la diencéphale, et peut évoluer chez cet être primitif à la vie végétative. Voilà comment un enseignant de médecine pensait de nous, les indigènes, qui avaient la prétention d'apprendre la médecine. Qui le considérait comme des sous-hommes. Exactement. Et c'est comme ça qu'il a eu la chaire de médecine à Alger, et il a tenu jusqu'à partir en 1956. Bon, il est mort en 56. Mais alors comment voulez-vous qu'un étudiant algérien apprenne la médecine? J'ai le cas de mon frère aîné, par exemple, qui a été d'abord au lycée
au lycée de Blida, avec d'éminents personnages comme, par exemple, Saad Dahleb ou bien Mohamed Yazid, etc., arrivé au stade du choix de l'étude de médecine. Il y a deux choix de l'étude. Il a choisi la médecine. Il a fait une première année qu'on appelait la propédeutique. Mais il a vu l'acharnement raciste à l'égard des indigènes, à telle enseigne que mon père, à l'époque, avait décidé qu'il ne pouvait pas continuer à Alger, qu'il fallait s'exiler. Et ça a été le cas de pratiquement de l'ensemble des étudiants que nous avons eu par la suite de chance de connaître dans l'Algérie indépendante. Je cite Toumi, je cite Mustafa Laliam Rahmo, je cite le professeur Lazreg, mon frère, etc. Bon, on allait en France, pourquoi? Parce que on avait l'impression qu'en France, il n'était pas raciste comme en Algérie. Donc nous étions, je prends le cas de Montpellier, et je rappellerai d'abord que Montpellier, ça a été la création des Arabes d'Andalousie. C'est eux qui ont créé la première école moderne de médecine en Europe, dans le monde dit civilisé, à Montpellier. Eh bien, nous étions tout un groupe d'étudiants, et bien évidemment, en France, nous avions quand même un traitement qui n'était pas celui d'Alger. Nous étions évidemment en confrontation avec quelques étudiants pieds noirs qui aussi faisaient leurs études à la médecine. Mais de manière générale, on a pu quand même poursuivre nos études. Et je cite surtout le cas de quelqu'un, Allah yarhamou Saleh, que j'ai connu à Montpellier, qui était extraordinaire, qui n'était pas un indigène. C'était un Français, une famille française de Sétif, un certain Sylvain Brett. Ce Sylvain Brett, figurez-vous que lorsqu'on a déclenché la révolution, il a rejoint les maquis de la LN en Wilaya 5 historique sous le nom de Malek, et par la suite devenu musulman sous le nom de Amin Zerout. Allah yarhamou, il est mort bien après l'indépendance, et c'était d'ailleurs, comme se plaisait à le dire le Monde, le premier ambassadeur d'Algérie à Cuba a obtenu la nationalité algérienne. C'était un fils de pied noir, mais qui était tout d'abord un Algérien. Donc nous avions ces difficultés qui nous amenaient, nous, Algériens, à commencer à prendre conscience, parce que il fallait d'abord une prise de conscience. Prise de conscience sur notre situation. Je vais même plus loin s'il le faut, parce que le 8 mai 45, je n'avais qu'11 ans. Mais comme le disait le président Boumedienne, il avait dit à propos de ce carnage épouvantable à Guelma, Steife Khararta, lui étant de Guelma, il avait dit, ce jour-là, je suis passé de l'enfance à la maturité de l'adulte. Eh bien, pour moi, par exemple, à l'âge de 11 ans, j'ai été traumatisé par cet événement. Beaucoup diront que c'est l'événement qui aura réveillé la fibre patriotique. Voilà. Et je le dois à quelqu'un, s'il est toujours vivant, Allah yakhalih, s'il est décédé, je saluerai sa mémoire par rapport à un certain Wahla Touhami, qui était venu clandestin, nous étions au Maroc à l'époque, qui était venu clandestin après le 8 mai 45 et qui nous a instillé la fibre nationaliste, puisqu'il nous a organisé en tant que scouts et clandestinement, nous allions faire des camps sur le lit de l'Oued, et pour la première fois, on avait la joie de hisser le drapeau algérien et de chanter, par exemple, Minji Balina, par exemple, Ala Staifiya, Omri Ala Staifiya, Matou fi Sabil al-Hurriya, Nadani Massali, etc. Donc, si vous voulez, il y a eu cette prise de conscience des étudiants qui a été très tôt, bien avant ces événements. Bon. Au contact de l'Europe. Nous, en tant qu'étudiants algériens, nous avons pris contact avec des gens qui, apparemment, se retrouvaient dans une situation similaire que la nôtre, ou s'approchant de la nôtre. Des étudiants marocains, des étudiants tunisiens, des étudiants d'Afrique subsaharienne, des Vietnamiens, etc. Et là, on a eu le premier engagement des étudiants algériens dans ce qu'on appelait l'AIMAN, l'association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, donc qui regroupait les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, à l'initiative de l'Algérie. Qui a été créée en 1919 à Alger. Absolument, à Alger. J'allais dire sur l'initiative d'Algérie. Bon.
au déclenchement de la révolution, il y a eu un vote au sein de l'Ayman où il fallait tenir compte de la révolution. Et à ce moment-là, on a créé, l'UGMA. C'est pour ça, c'est justement la question que je voulais vous poser, monsieur Nordin Djoudi. Donc, 9 mois après le déclenchement de la guerre de libération, nous sommes en juillet 1955. Donc, oui. Pourquoi il aura fallu 9 mois avant le déclenchement de la guerre de libération, justement pour créer l'Union générale des étudiants musulmans algériens? Je ne peux pas dire ce qui s'est passé dans la tête des créateurs de cette union, que ce soit Bali Abslam ou bien Bani Yahya Allah yarhamou, ou même des gens qui sont morts comme Talb Abdelrahman, par exemple. Mais il était évident que nous avions hérité d'une première formation au niveau maghrébin. L'Algérie a toujours voulu de cette union maghrébine. C'est ce qu'on oublie très souvent. Bien avant l'union maghrébine telle qu'on a essayé de la reconstituer après. Bon. Mais il s'est avéré qu'en 1955, il y a eu des débats au sein de la communauté estudiantine, et puis on a dit, attention, nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'étudiants, donc qualifiés, soi-disant d'élite, d'être coupés par notre peuple, par ceux qui, eux, n'ont pas eu l'avantage d'étudier, mais qui sont en train de mourir. C'est pour ça que la décision a été prise, la question a été prise au sein de l'Ayman, et de dire le cas de l'Algérie est un cas spécifique, nous devons de rejoindre nos frères qui se battent et qui acceptent même de mourir s'il le faut pour cette indépendance. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Union générale des étudiants musulmans algériens. Pourquoi musulmans? Parce que puisque nous étions, la France a insisté pour nous dire que nous étions des sujets indigènes musulmans, eh bien, nous insistions sur le fait que, oui, l'islam est une des composantes de notre personnalité. À cette période de M. Nordin Djoudi, il y avait l'UNEF, l'Union générale des étudiants français, qui était favorable bien sûr à la politique du gouvernement français en Algérie. Et quand on sait que les étudiants algériens étaient beaucoup moins nombreux que les étudiants français, quels étaient en fait les rapports entre les deux organisations, les deux communautés? Les rapports n'ont été ni de confrontation, ni d'amitié. C'était une situation un peu délicate. Il y avait des étudiants au sein de l'UNEF qui, eux, comprenaient parfaitement notre engagement. C'était des étudiants de la gauche, c'était des gens qui pensaient qu'il était tout à fait normal que leurs collègues algériens ne se détachent pas de leur peuple. Et il y avait d'autres, par contre, qui étaient des réactionnaires, comme l'ancien président de l'UNEF, j'ai oublié son nom, qui à un moment donné était dans les paras, qui lui ne voulait pas entendre parler de... Donc il y avait deux courants. Il y avait le courant de gens qui pensaient qu'il fallait avoir une attitude amicale à l'égard de ces étudiants, qui algériens peut-être, mais étudiants quand même comme nous. Et il y avait ceux qui analysaient la situation en termes politiques. Ce sont des bandits, ce sont des félagas, etc. Il faut aller contre eux. Donc, en mars... Et il fallait quelquefois nager à contre-courant, et peut-être le génie, ça a été non pas de confronter directement ces éléments de l'UNEF, mais de les amener petit à petit à comprendre le sens de notre combat. Et c'est comme ça qu'on a réussi, à l'intérieur de l'UNEF, à amener des sympathies. Donc, en mars 1956, l'UGMA concrétise son action politique en tenant son deuxième congrès à Paris, à l'issue duquel plusieurs décisions sont prises, les revendications principales, l'indépendance inconditionnelle de l'Algérie et l'entame des négociations avec les dirigeants du FLN. Quels ont été les principaux points abordés lors de ce congrès déterminant? Écoutez, je n'ai pas assisté à ce congrès, mais vous étiez au courant, bien sûr, à l'époque. Toujours été, bien sûr. Nous étions tous informés, puisque nous avions un contact permanent. Il y avait ceux qui étaient présents en la maternité, il y a des autres. Dans notre situation, quelquefois, on ne pouvait même pas se payer le billet
pour aller de Montpellier à Paris, qui nous semblait aux antipodes. Mais on savait au départ que la création de l'UGMA obéissait à un critère de base. Il ne s'agissait pas de négociation avec le FLN. Il s'agissait de voir quelle est la meilleure manière de servir le combat qui a été lancé par le FLN. Et là, il y a eu deux organisations qui ont agi de manière vraiment efficace. Il y a eu les ouvriers par la centrale syndicale d'abord qui a été créée, le JTA, et il y a eu l'UGMA. Mais l'essentiel, c'était de dire que nous sommes du même sang, que nous sommes tous des indigènes méprisés par le colonialisme, et qu'il y avait, pour la survie de notre Algérie, il fallait qu'on rejoigne le combat. Alors, il y en a qui ont été désignés par le FLN dans des bureaux de représentation. Par exemple, moi, je me trouvais à l'époque en 55 déjà. Je me retrouvais en stage final pour ma licence d'enseignement de l'anglais. Et j'ai été contacté pour me dire, on cherche des gens justement qui ont l'anglais, qui parlent l'anglais. Bon, le gouvernement britannique est l'allié de la France dans le cadre de l'OTAN, mais il faut faire un travail au niveau du peuple anglais, c'est-à-dire au niveau de l'opinion publique anglaise. Et c'est comme ça que j'ai été amené à parler au nom du FLN, à faire des conférences au niveau des universités, voir les étudiants africains, voir des parlementaires britanniques qui finalement sont devenus nos meilleurs amis. Je parle de Fenner Brockway, je parle d'Anthony Ojubdan, je parle de Madame Barbara Castle, qui est devenue ministre du gouvernement travailliste. Sont tous des gens qui finalement se sont engagés. Il y avait par exemple, profitant de la langue et de notre statut d'étudiant, nous avions la possibilité par exemple de confronter les gens des messadistes, par exemple, qui étaient soutenus au niveau de Londres, qui étaient soutenus par les trotskistes. Eh bien bon, j'ai usé d'un machin très simple, c'est de ma connaissance de l'anglais, face à Moulay Merbah, qui venait de Paris, et qui était obligé de passer par une traduction. Et nous avions été invités par les parlementaires britanniques au palais, donc du Parlement britannique, pour parler de cette histoire. Et c'est très simple, on leur a dit le choix est simple. Moi je viens d'Algérie, Moulay Merbah vient de Paris. Et moi je représente un peuple qui se bat. Je ne représente pas une organisation qui a des faveurs de... Donc, vous voyez, alors là, il y a eu vraiment... C'est là que un certain nombre de personnes ont été désignées pour commencer à mobiliser. La décision ayant été prise de s'engager dans le combat, il y a des gens, par exemple, Khmisti, rahimahullah, comme c'est Mohamed Ben Yahya, ont commencé à faire des tournées auprès des différents centres où nous étions étudiants, Montpellier, Bordeaux, etc., pour nous demander de nous engager. Et il y a eu, à ce moment-là, quantité d'étudiants qui ont rejoint les maquis, comme par exemple le futur professeur Toumi, professeur Ladiam, professeur Lazarg, etc., les futurs professeurs, et il y a ceux qui sont morts au maquis. الجزائر في الليالي الحالكة نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها ورعبطنا في سماها في عبير المهجد كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها وعبطنا في سماها في عبير المهجد نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا
الأرواح منا واجعلوها لامنا واصنعوا منها الجزائر وخذوا الأفكار عنا واعصروا منها الحياة وابعثوا منها الجزائر. نحن من لبى نداها عندما اشتد بلاء واندفعنا لفداها والمنايا صارخت. نحن من لبى نداها عندما اشتد بلاء واندفعنا لفداها والمنايا صارخت. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا. الطلاب إن قدوة للسائرين كما عصفنا بالجبابر. بل شعوب الأرض عنا كم صرعنا الظالمين واحتكمنا للمصائب. نحن بلغنا الرسالة نحن سطرنا العدالة نحن مزقنا الجهالة وصدعنا الظلمات. نحن بلغنا الرسالة نحن سطرنا العدالة نحن مزقنا الجهالة وصدعنا الظلمات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا. فوضى التحرير مدي لبني الجني يدا دامها أحمار فائر. كيف نفدي ثورة الفكر غدا يوم تحرير الجزائر. وتسود العبقرية في بلاد العربية زاخرة بالمدنية في العصور الخالدة. وتسود العبقرية في بلاد العربية زاخرة بالمدنية في العصور الخالدة. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة. كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها وعبقنا في سماها في عبير المهجة. كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها وعبقنا في سماها في عبير المهجة. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنات. Monsieur Nordin Djoudi, vous êtes en face de moi et je ressens cette émotion. J'aurais une petite citation du proviseur du lycée de Blida qui avait dit à Saad Dahleb: ces étudiants sont des couteaux que nous avons nous-mêmes aiguisés contre la France. Bon, évidemment, les Français de l'époque ont essayé un peu de dire que c'est grâce à nous que des gens ont été éduqués, c'est grâce à nous que, etc. Ils n'ont pas tenu compte d'autre chose. Est-ce qu'ils ont aiguisé des couteaux pour le simple gardien de moutons qui a pris le maquis? Non, c'était une manière d'essayer de diviser l'Algérie. Les Français, ce n'était pas simplement l'usage des avions, des chars, du napalm, etc., mais c'était également l'action psychologique. Il fallait absolument se rendre compte du fait que ce n'était pas une guerre, c'était une révolution. Quoi qu'ils disent sur le plan médiatique, bien sûr, nous étions des agents du communisme international, de Gamal Nasser, etc., mais sur le plan de la réalité, ils ont vu qu'effectivement, il y a eu un phénomène que je dirais pratiquement miraculeux, parce que le génie de la révolution algérienne, des dirigeants de cette révolution, a été de faire en sorte que ce qui aurait pu constituer une élite, les étudiants de différents domaines, ne soient pas coupés du petit peuple, ne soient pas coupés de leur peuple. Et il y a eu un melting pot extraordinaire grâce à la LN, où le futur médecin, ou peut-être même le médecin déjà formé, a été côte à côte dans les combats avec un ancien gardien, un ancien cireur, etc., etc. C'est-à-dire que on s'est tout d'un coup retrouvé, quel que soit notre niveau intellectuel ou notre niveau d'éducation, on s'est retrouvé dans la même barque, les mêmes options, le même amour de ce pays pour lequel on était prêt à tout. Alors, c'est l'un de ces miracles de cette révolution. Et j'irai plus loin, aiguiser les couteaux. Est-ce qu'ils ont aiguisé les couteaux pour que des Français rejoignent le combat?
je n'oublierai jamais, et je profite de ce moment pour me rappeler avec beaucoup d'amertume et beaucoup de tristesse, un étudiant français que j'ai rencontré à Montpellier, qui était le fils d'une famille française de Sétif, donc en Pied-Noir. Pied-Noir. Je rencontre ce garçon, j'étais d'abord étonné, il s'appelait Sylvain Brett. J'étais étonné du fait qu'il était constamment avec un autre étudiant algérien qui n'avait pas de moyens, et il partageait sa petite bourse avec lui. Et j'ai vu à quel point il était démuni, à quel point il acceptait des sacrifices pour qu'un Algérien, un jeune Algérien qui s'appelait Issaad, qui est d'ailleurs mort en shahid, qui partageait cette bourse parce que Issaad n'avait aucun moyen, n'avait rien. Eh bien, ce Sylvain Brett, des années après l'indépendance, je suis nommé ambassadeur, je vais au ministère je ne connaissais rien à la diplomatie, j'ai été me renseigner, et je vois quelqu'un dans un couloir, j'ai été choqué. Il se retourne vers moi avec un petit sourire, et tout d'un coup je lui dis, Sylvain, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, est-ce que tu m'as dit Sylvain? Tais-toi, je ne suis pas Sylvain, je m'appelle Amin Zerout. Sylvain a rejoint les rangs de la Wilaya 5 historique sous le nom de Melk. Par la suite, il a pris la religion musulmane. Il a fini capitaine de la LN. Voilà encore un de ces miracles de là. Et puis, dans le déroulement de la participation des étudiants, il y a eu une première phase où il n'y avait pas de choix possible. C'était aller au combat. Il y a beaucoup d'étudiants, de futurs médecins, de futurs enseignants, etc., qui sont morts les armes à la main. Il fallait se battre, un point, c'est tout. Par la suite, avec l'évolution du combat, comme on voyait que petit à petit, nous tenions la dragée haute à l'Empire colonial et que nous étions sur la bonne voie, que bientôt on voyait déjà apparaître cette aube qui augurait de l'indépendance. À ce moment-là, il y a eu une décision au niveau c'était de dire il faut faire des provisions pour l'avenir. Un étudiant, il faut d'abord qu'il passe pour tout le monde. Il passe par la formation commune de base, il passe par l'opérationnel, dans une zone opérationnelle affectée à tel ou tel bataillon. Et après cela, et si Dieu le garde en vie, il faut le mettre dans une organisation, dans un secteur de l'ALN ou de l'OCFLN, où il peut servir à préparer l'avenir. Et c'est comme ça que les gens qui avaient un niveau universitaire ont été versés, par exemple, dans le commissariat politique, ou bien dans les services du MALG, services d'information, oui. les transmissions, le chiffre, etc. Donc il y avait déjà cette idée de se battre et dans le même temps d'envisager comment allait être gérée l'Algérie, l'avenir, parce que nous étions convaincus que, arrivé à l'indépendance, il y aurait une débandade, qu'on veillerait à essayer de casser le tissu économique de notre pays. Monsieur Nordine Joudido, je rappelle donc, vous êtes ancien diplomate, ancien secrétaire général de l'OUA, vous étiez étudiant à cette période, vous avez comme mission de faire un travail d'information à Londres puis à New York. Nous allons revenir sur un événement marquant et que beaucoup considèrent comme charnière. L'appel à la grève générale des étudiants. Ce fut le 19 mai 56. Exactement. Comment s'est fait cet appel? Et à quel point ça a été suivi? Bon, la décision a été prise au niveau de l'UGMA. Elle était, je veux dire, au niveau de l'UGMA, elle était irréversible. C'était une manière de contribuer à la lutte que menait l'ALN, que menait l'OCFLN, que menait le peuple algérien de manière générale. Mais il y avait un facteur à ne jamais négliger, c'était le point de vue de l'opinion internationale. Parce que la France avait donc un appareil diplomatique à travers le monde entier, et il nous présentait comme étant des félagas
des bandits, des voleurs qui sont manipulés par l'Union soviétique et par Gamal Abdel Nasser. Donc il fallait montrer que c'était pas ces soi-disant bandits qui plaçaient des bombes ou qui les accrochaient sur le plan de l'armée. Il fallait démontrer que c'était le peuple qui était engagé, tout le peuple. Et la greffe devait être un des éléments sur lequel il fallait faire connaître la révolution. Donc, commencer d'abord par ces gens qui seraient susceptibles, parce qu'ils sont éduqués, parce qu'ils sont universitaires, peut-être de ne pas suivre et de préférer le choix de la France, etc. Non. Alors, c'est là qu'on a pris l'addition de la greffe. Et alors, pour un étudiant qui se voyait déjà un médecin, un enseignant, etc. C'est là que l'on mesure le réel sacrifice. Faire le sacrifice de sa future carrière. Dire, je vais peut-être demain être un SDF, parce que je pourrais pas terminer mes études. Mais c'est le minimum qu'on puisse faire pour l'effort national. Et on a décrété cette greffe pour les universités, pour les lycées. Bon, je me souviens par exemple que on avait délégué le regretté Mohamed Khmisti, qui était le premier ministre des Affaires étrangères à l'Algérie indépendante, et Ben Yahya, qui faisait le tour des différents lieux où se trouvaient des étudiants algériens, et pour leur expliquer les raisons de la greffe et les inciter à suivre le mouvement. Je dirais que de manière générale, dans sa très grande majorité, les étudiants algériens ont suivi le mouvement. Il y a eu une grève totale. Bon, il y a quelques éléments qui ont préféré aller se réfugier soit au Maroc ou en Tunisie, j'en sais rien, qui n'étaient pas pour autant très chauds pour la grève. Mais de manière générale, l'écrasante majorité a fait cette grève. Et je dois dire que cette grève a eu un impact mondial extraordinaire. Extraordinaire. Par exemple, les États-Unis qui non seulement étaient alliés de la France dans l'OTAN, mais qui étaient le pourvoyeur de l'armement à la France coloniale. Je me souviens de cette déclaration de Mohamed Yazid qui disait les Américains fournissent à la France le napalm pour tuer des parents afin que eux, Américains, puissent fournir du lait aux orphelins. C'est terrible comme mais très réaliste. En tous les cas, moi pour ma part, par exemple, les premières années avant que je ne rejoigne la LN, donc il y a eu l'Angleterre où j'ai concentré mon effort sur le fait que même moi, je pouvais aspirer à faire plus tard l'agrégation, etc. Bon, il fallait que j'arrête. J'arrête mes études et que je devienne un militant de la cause. Nous allons revenir à votre action, justement. Et il y a eu d'autres aussi qui ont suivi le même chemin. Et je crois que cette grève a été un élément déterminant. Je sais elle a été très critiquée par des gens qui disaient c'était une erreur parce que on a sacrifié tant de futurs étudiants, etc. Mais en réalité, on n'a pas tellement sacrifié puisque on a sacrifié nos études. Mais beaucoup d'étudiants, après l'indépendance, ont pu reprendre. Oui. Je parlais de Amin Zirout, qui s'appelait avant Sylvain Brett, après l'indépendance. Donc il n'avait pas encore terminé ses études de médecine. Il est député à l'Assemblée nationale, puis ensuite ambassadeur à Cuba, et puis directeur politique général au ministère des Affaires étrangères. Et il quitte le ministère des Affaires étrangères, pour des raisons que je préfère ne pas expliciter ici, et qui reprend ses études et qui a fini par être un éminent professeur de physiologie. Monsieur Nordin Joudi, justement, revenons à cette grève, l'administration coloniale prend conscience du danger et décide de dissoudre l'Union générale des étudiants musulmans algériens en janvier 58. Oui. Ses principaux dirigeants sont arrêtés, les étudiants sont alors traqués, emprisonnés et torturés. Donc à partir de là, beaucoup rallient le maquis, d'autres partent en exil.
Quel a été le rôle de chacun dans cette lutte pour l'indépendance, en fait, entre ceux qui étaient dans les montagnes, dans le maquis, et ceux qui étaient à l'étranger, dont vous faisiez partie, Monsieur Nordin Joudi? Oui, non, c'était une question de circonstances, parce que bien avant que je ne rejoigne l'ALN, j'ai d'abord été dans le circuit politique, représentation du FLN à Londres. Donc le choix... C'était pas un choix personnel. Mon choix personnel, c'était bien sûr de rejoindre le combat. Oui. Mais la décision était au niveau des décideurs qui disent qu'on a besoin de gens qui, par exemple, comme moi, comme étant expert en langue anglaise, que je pouvais être utile à ma manière, à la manière de combat, en sensibilisant l'opinion publique britannique. C'était une forme de combat aussi. Parce que il faut tenir compte d'une chose. Contrairement à ce qu'a affirmé un certain grand diplomate sur la France qui s'est retiré après 130 ans de tourisme en Algérie, nos responsables, au moment du déclenchement de la Révolution, étaient absolument convaincus, ne cherchaient pas une victoire militaire à la Dien Bien Phu. Les conditions étaient différentes. Nous étions à 20 minutes de vol de la France, les colons, etc. Nous n'étions pas le Vietnam. Il fallait utiliser d'autres moyens avec un but clair. Nous savions que c'était une guerre asymétrique. Nous n'avions pas les moyens qu'avait la France. Comme on disait, nos couffins d'un côté, en face des chars, des avions, le napalm. Je vous donnerai nos couffins. Ben Mehdi. Le char, le napalm, etc. Tout ça, nous ne l'avions pas. Alors, il y avait plusieurs... les leaders du FLN à l'époque avaient eu l'intelligence de dire il y a plusieurs moyens de mener la guerre, justement pour compenser cette infériorité en termes de matériel de guerre, puisque nous n'avons pas ce que les Français ont, et sur la solidarité de l'OTAN, etc. Il faut trouver 1001 moyens pour imposer à la France, amener la France à un point de rupture tel qu'elle ne peut rien faire d'autre que de s'asseoir à la même table que les FLN à pied d'égalité négocier la guerre, l'indépendance. Et c'est comme ça que nous avons été amenés. Par exemple, on a décidé que certains étudiants devraient aller assurer la représentation dans différents points du globe, y compris et surtout dans les pays alliés de la France. Pour ma part, on m'avait envoyé quelqu'un pour m'assister. Il s'appelait Mohamed Killou. Je reçois l'instruction du FLN qu'on m'envoyait quelqu'un pour m'aider qui s'appelait Mobrouk, je crois, ou un nom comme ça. Et je découvre que c'était un étudiant que j'avais connu à Montpellier qui faisait son droit, Mohamed Killou. Mais les Français, parce qu'avec les faibles moyens que j'avais, je prenais tous les jours un journal qui s'appelle The Guardian, dans lequel je voyais la rubrique des conférences. Et chaque fois que je voyais que l'attaché culturel, entre guillemets, en fait l'attaché des services, allait faire une conférence quelque part à Oxford ou à Cambridge ou ailleurs, vous vous y rendiez? Je m'y rendais. Et comme il ne peut pas décider qui prend la parole, il y a quelqu'un qui dirige les débats. Dès qu'il parlait de l'Algérie, les bandits, les communistes, Nasser, etc., je levais la main. Et je disais, moi je ne viens pas de Paris. Avec le temps, ils vous connaissaient, hein? Ils ont fini par me connaître. Et puis un jour, je reçois un appel téléphonique d'un des parlementaires, Tony Wajwood Ben, qui me dit, viens d'urgence à Westminster, dans son bureau, au Parlement. Je suis allé le voir. Il m'a dit, écoute, file très vite. Parce que dans les heures qui suivent, tu risques d'être embarqué. Je dis, pourquoi? Il dit, les Français ont demandé ton extradition. J'ai dit, mais je connais la loi britannique. On n'a pas le droit d'extrader quelqu'un pour des raisons politiques. Il m'a dit non. Ils ont ficelé un soi-disant dossier criminel qui est vraiment même pas valable pour un film de 3e série. Vraiment quelque chose de stupide. Que j'avais assassiné ma logeuse à Montpellier. La dame qui vous hébergeait. Et là, évidemment, être ramené en France où j'aurais été exécuté, j'ai pensé à ce moment-là au fait que
pendant mon stage, les Américains m'avaient donné ce qu'on appelle un Fulbright Scholarship, une bourse d'études donnée aux meilleurs élèves. Et nous étions 3 à Montpellier, à l'école à la fac de lettres, qui en ont bénéficié. Elle était toujours valable. Alors tout de suite après l'avertissement de Tony, je me suis précipité, j'ai vu les Américains, je me suis tout fait usage de ma bourse que je devais rejoindre, et ils m'ont facilité de choses. Le lendemain, j'étais dans un bateau pour traverser, pour aller aux États-Unis. Et là, c'est Abdelkader Chendarli me prend en main, me dit, bon, maintenant, tu continues ton travail à titre de militant. C'est-à-dire, tu vas être dans une université, on t'a affecté à une université, eh bien, travaille là-bas, les étudiants, les autres étudiants, explique-leur ce qu'est notre combat. Alors je suis revenu à mon stade de militant. Oui. Par la suite, bon, j'ai quitté, je retournais pour... Monsieur Nordin Joudi, donc la décision de dissoudre l'Union, l'UGMA a causé une réprobation générale dans les milieux estudiantins et même à travers le monde. Ouais. Donc grâce bien sûr aux liens que l'UGMA avait tissé avec d'autres organisations estudiantines, notamment en Suisse, en Chine, en Italie. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne aussi, ouais. Grâce à vous aussi. Hein, et pendant ce temps, en France même, l'UGMA se reconstitue clandestinement sous la forme d'une section universitaire de la Fédération FLN de France. Oui. Ouais. Et pendant ce temps aussi, voilà. Donc, en fait, comment est-on parvenu à ce soutien des organisations estudiantines à l'international? Ben, écoutez, c'était une question d'explication, une question de comment dirais-je, d'éclairage des opinions. La France avait l'avantage d'avoir un déploiement diplomatique conséquent, d'avoir des moyens, des médias. La radio à l'époque était très développée, etc., pour faire accréditer l'idée que les Français les Algériens voulaient être Français, que c'était simplement une poignée de bandits, etc. Donc le génie de nos dirigeants, ça a été précisément parmi les différents moyens pour compenser l'infériorité en termes d'armement, les différents moyens, c'était l'information. Il fallait absolument que l'on informe l'opinion publique de manière à essayer d'avoir des groupes de pression sur leur gouvernement. Et c'est pour ça que, par exemple, lorsque j'étais à Londres, vous aviez Hafid Karaman en Allemagne, vous aviez Bolharouf à Rome, et vous aviez même au Japon, on avait Brahbiras, qu'on appelait Socrate. Bon. Alors, tous ces éléments-là sont des gens qui ont concentré leur travail sur l'information. Il fallait expliciter, il fallait dire voilà ce que c'est que la révolution algérienne, c'est un peuple. Ce n'est pas une organisation, c'est tout un peuple qui est en train de se battre. C'est un peuple qui a souffert pendant 130 ans et qui en a marre de cette souffrance et qui veut affirmer sa souveraineté comme elle l'a été dans le passé. Nous avons un passé glorieux. Il faut revenir à ce passé. Et nous sommes en mesure aujourd'hui de contraindre la France à le faire. Eh bien, ce travail d'information, etc., a fait en sorte qu'il y a eu une prise de conscience dans beaucoup de pays où les opinions publiques retournaient en notre faveur. Je prends le cas du jeune sénateur Kennedy, futur président. Le travail de Chendarli, c'est Abdelkader Chendarli qui, par le biais de la grande centrale syndicale américaine, a réussi à amener le président Kennedy, le futur président Kennedy, à faire la fameuse déclaration en faveur de l'indépendance d'Algérie qui a fait hurler De Gaulle à l'époque. Bon, un peu partout, nous avons obtenu finalement un soutien fort. Bandung, on est un des exemples, par exemple. L'information, à ce moment-là, l'information a pris son vrai nom, la presse, le quatrième pouvoir. Monsieur Nordin Joudi, l'émission fut tellement intéressante en votre compagnie, comme toujours, que nous n'avons pas senti le temps passer. Je rappelle, monsieur Nordin Joudi, vous êtes ancien diplomate et ancien secrétaire général adjoint de l'OUA. Merci pour votre témoignage. C'est un devoir. Tout ce que je souhaite, et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, Dieu merci, et je remercie le président d'avoir
de nouveau nommer quelqu'un comme Amamra à la tête de notre diplomatie qui en avait vraiment besoin, parce que pendant 20 ans, nous avons un peu coulé sur le plan africain, et aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre. Donc, je crois que nous avons un devoir. Nous sommes une génération qui est en train de disparaître les uns après les autres. Pas plus tard qu'hier, il y a eu encore un de nos ambassadeurs qui est mort, ancien ministre aussi. Eh bien, nous n'avons pas le droit d'emporter ça avec nous dans la tombe. Tant que nous sommes encore vivants, il faudrait que tout ce que nous avons pu acquérir, dans le sens non pas sur le plan personnel, mais sur le plan de la lutte de libération du peuple algérien dans toutes ses composantes, étudiants, moudjahidines, etc., il faut le passer à la jeunesse. Je vous remercie donc, Monsieur Nourdine Djoudi, pour tout ce que vous faites pour la mémoire. Le rôle du mouvement estudiantin dans la lutte pour la libération, ce fut notre thématique à quelques jours de la rentrée universitaire. Je tiens à remercier Jalil Akhdar pour son travail et la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, pour un nouveau numéro des mercredis de la mémoire. Au revoir. في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر